Pablo, vous avez 21 ans, vous avez fait UWC à Mostar en Bosnie-Herzégovine entre 2018 et 2020. C'est ça. Vous êtes actuellement étudiant avec double diplôme Sciences Po et UCL à Londres. Vous voulez travailler au ministère des Affaires étrangères. Maurice ne vous a pas découragé avec l'histoire. Pour le moment, ça tient toujours. Au contraire, au contraire. Oui, j'ai réalisé que c'était ma vocation quand j'ai été sélectionné par le comité français pour aller à Mostar en Bosnie-Herzégovine. Et le lycée est sur la ligne de front. La plupart des bâtiments autour sont encore en ruine avec les traces d'obus, traces de balles. Et il y a encore énormément de tensions entre les communautés musulmanes, catholiques au sein de la ville. Et je me suis rendu compte, j'ai pris conscience de l'importance de la diplomatie et surtout des conséquences durables qu'elle entraîne quand elle échoue. Et voilà pourquoi je veux essayer de faire ça plus tard. Alors, vous avez une histoire assez extraordinaire avec une amie afghane. J'aimerais bien que vous la racontiez. Oui, alors, je vais vous raconter cette histoire en 4 prises. La rencontre avec Hassine, parce que donc, mon ami s'appelait Hassine, l'éloignement, l'évacuation, puis son nouveau départ. Donc, ma première rencontre avec Hassine s'est faite dans la différence. Elle était adossée contre un mur, une veste de tailleur et un foulard jaune safran. Et je m'approche d'elle pour lui souhaiter la bienvenue, pour lui faire la bise. Et là, elle s'écarte, elle me regarde mi-gênée, mi-révoltée, me dit dans mon pays, on ne s'approche pas des femmes comme ça. Donc, bon, alors malgré cette approche brutale, on devient quand même vite amis, on s'entend très bien. Et je me rends compte, parce que Hassine venait d'un milieu très défavorisé en Afghanistan, qu'il y a un fossé entre ses connaissances et celles de ses camarades. Donc je la prends sous mon aile, je l'aide. Mais en mars vient le Covid, elle repart en Afghanistan, moi en France, et chez elle, il n'y avait pas de Wi-Fi, elle vivait aux alentours de Kaboul. Elle ne peut pas suivre les cours en ligne, elle n'arrive pas à passer les examens de passage en terminale. Et malheureusement, son donateur afghan ne peut pas lui payer une année supplémentaire. Du coup, elle se résout à continuer sa scolarité en Afghanistan. Et elle va dans le seul lycée pour filles de son quartier, Sayed al-Shuhada. Et 2 mois après le début de ses cours, elle échappe, mais miraculeusement, à une attaque terroriste qui fait 40 morts, dont 3 de ses très proches amis qui étaient dans son cercle proche. Et comme sa famille est très défavorisée, son père est mort quand elle avait 3 ans, son beau-père est violent, frappe sa mère, c'est une situation très compliquée. Elle décide de donner des cours d'anglais à l'université de Kaboul, parce que elle a appris à IWC à maîtriser cette langue. Et donc, un jour, alors qu'elle est en train de faire cours, elle entend des tirs, et elle a tout juste le temps de sortir de la salle de classe, elle est au premier étage, de sauter par la fenêtre, de prendre l'issue de secours et de partir. Et 3 élèves de sa classe se font tuer. Bien sûr, on était en contact, et je dis Hassine, il faut vraiment que tu partes, il faut vraiment que même si c'est pas en Europe, mais que tu partes au Pakistan, un endroit plus sûr. Et malheureusement, comme sa mère n'avait pas de passeport valide, son petit frère n'avait pas non plus de visa pour le Pakistan, il n'y avait que elle et son frère moyen qui étaient en règle. Et la situation s'empire, et alors qu'on était sur des attaques ponctuelles terroristes, même si très répétées, en juillet, l'horizon s'assombrit et on passe à un processus d'invasion du territoire afghan avec la prise des capitales provinciales. Et là, je dis à Hassine, il faut vraiment que tu partes, même si c'est toute seule, il faut que tu partes. Elle me dit non, je ne laisserai pas ma famille derrière moi. Et donc, le vendredi 13 août, elle m'appelle, et elle me dit Pablo, les talibans encerclent Kaboul, je peux que partir en prenant l'avion, mais j'ai pas assez d'argent. Et du coup, à ce moment-là, je me sens assez démuni, et je poste dans le groupe Facebook qu'on avait avec mes camarades du WC, Hassine, que vous connaissez, donc j'étais son ami le plus proche, mais les gens de mon âge la connaissaient, et à Kaboul, et elle est en danger. Parce qu'il faut savoir que Hassine était majeure, mais pas mariée. Elle était Hazara, qui était une tribu qui a subi de nombreux génocides par les Pashtuns, qui composaient la majorité des effectifs des talibans.
Elle est aussi volontaire pour l'ambassade des États-Unis. Elle est en plus dans plusieurs organisations pacifistes. Et pour finir, elle critique les talibans publiquement à la télévision. Donc, elle était vraiment en danger de mort. Et donc à ce moment-là, je me fais rejoindre par 5 amis fantastiques qui étaient avec moi au lycée, une Singapourienne, un Italien, un Slovène, un Allemand et un Espagnol. Et on décide de la faire partir. On prend un billet d'avion qui fait Kaboul, Dubaï, Islamabad, et on lui dit voilà, on a pris ton billet d'avion, on a réussi à récolter tous ces fonds en moins de 10 heures grâce à tout le réseau de Bol Lucie. On lui prend ses billets d'avion, mais bien sûr sa mère ne peut pas aller au Pakistan et son petit frère non plus. Mais on a entendu que l'aéroport était l'endroit le plus sûr et qu'avec des billets d'avion et des tests Covid, on pouvait faire entrer les gens à l'aéroport. Donc bien sûr, c'est une situation désespérée, c'est pas bien, mais on décide de faire des faux billets d'avion pour son petit frère et sa mère et des faux tests Covid. Il s'approche de l'aéroport et alors il faut savoir que Hassin habitait à 20 km, d'accord, à Dasht et Barchi. C'est le plus grand quartier Hazara de Kaboul. Autant vous dire, c'est comme vivre dans un quartier juif sous Hitler. C'était vraiment l'endroit qui allait être priorisé pour les talibans pour leur purge. Donc, elle arrive quand elle est à mi-chemin à l'aéroport, elle m'appelle, elle me dit Pablo, j'entends des tirs. Pablo, il y a des talibans qui prennent des selfies avec les gens. Et je fais non, c'est pas possible, il n'y a aucun journal qui le confirme. Et puis 1 heure après, Al Jazeera le confirme, les talibans sont dans Kaboul. Le taxi arrive devant l'aéroport, et là, l'aéroport est encerclé par des soldats américains qui ne laissent entrer personne, même pas le directeur. Et donc, je dis à Hassin, voilà, toutes les ambassades de Kaboul sont relocalisées dans l'aéroport, et Hassin, il faut que tu restes proche de l'aéroport. Et donc, cette nuit-là, elle dort chez son oncle, mais on se rend compte, on utilise l'appli Flight Radar, qui était une application qui nous permettait de voir quels avions il y avait dans l'espace aérien afghan, et il n'y a plus aucun avion sur l'espace aérien. C'est que des avions militaires ou des jets privés. Donc à partir de là, on se dit, il va nous falloir quelque chose de grand pour réussir. Et donc je contacte Maurice pour savoir s'il peut me donner un coup de main. Il contacte l'ambassadeur français, M. Martinon, à Kaboul, en demandant le repatriement immédiat de Hassin. Et à ce moment-là, dans le groupe, il y a aussi l'Italienne qui est la voisine de Mario Draghi, qui va toquer à sa porte et lui dit « Monsieur Draghi, il l'ouvre, voilà la situation, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main ?» Monsieur Draghi, il dit « Oui, on va faire notre maximum. » Et coïncidence aussi, dans ce groupe, on a le fils, on a un ami très proche qui est le fils du représentant du Canada à l'OTAN. On l'appelle et il nous dit « Vous inquiétez pas, les représentants du Canada et des États-Unis sur place sont au courant de ce qu'il arrive à votre ami. On va faire notre maximum, mais vous n'avez pas le droit de dire mon identité ni de dire même que vous m'avez appelé parce que je suis censé faire ressortir mes ressortissants avant. » Donc, avec les contacts avec Maurice, Mario Draghi et le représentant du Canada à l'OTAN, on se dit on peut retenter, on retente notre chance. Alors on retente notre chance, Hassin est donc à côté de l'aéroport, on la renvoie, sauf que quand elle arrive, on fait face à une situation totalement différente, parce qu'il faut savoir que les talibans ont encerclé l'aéroport et ne laissent passer que des femmes qui sont accompagnées par leur tuteur légal, qui ne peut être qu'un homme. Alors bien sûr, vous imaginez bien Hassin avec son petit frère, ça fait pas un grand tuteur légal. Donc elle se fait battre parce que Hassin, il faut savoir, est une femme très têtue. Elle essaie de passer quand même à travers le filtre taliban alors qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Son petit frère se fait frapper avec la crosse des HK, des Kalachnikov. Sa mère aussi, elle se fait battre. Et à un moment donné, il y a une brèche. Parce qu'il y a une foule géante autour de l'aéroport. C'est des milliers de personnes. Et elle réussit à passer à travers la brèche avec toute sa famille. Et elle se retrouve avec des milliers de personnes, à travers une foule compacte et dense, entre le filtre des talibans et le filtre des soldats états-uniens. Et elle est dans cette foule. Il fait une chaleur atroce, il fait 39, 38 degrés. Et elle voit un nourrisson qui meurt asphyxié de 6 mois devant ses yeux.
il y a des bousculades, il y a des gens, on peut rien prendre avec soi, pas une valise, rien. Elle voit des gens qui volent, les talibans voient les gens qui volent, ils les amènent, alors les gens bien sûr pour se dire ah ben on va avoir plus d'espace, commencent à se dénoncer, lui il m'a volé, lui il m'a pas volé. D'un coup, Hassine, elle ne sait pas comment, elle arrive devant les soldats états-uniens et leur dit écoutez, elle leur montre l'email de Maurice qui a envoyé à M. Martineau, je suis donc l'ambassadeur français est au courant, les États-Unis sont au courant, et les soldats états-uniens lui disent alors ils sont peut-être au courant, mais vous n'êtes pas sur notre liste. Il faut savoir qu'il y avait des listes d'évacuation. Et Hassine, bien sûr, très têtu, dit je reste jusqu'à qu'on me fasse passer. Donc les Polonais commencent à appeler les gens qui sont sur leur liste, puis 2-3 pays, et les talibans commencent à tirer en l'air pour disperser la foule, puis redirigent leurs tirs, et Hassine voit une femme qui est à côté d'elle tomber, une balle dans la tête, et là elle se dit bon, il faut quand même que je commence à partir, elle part en courant, mais nous on veut qu'elle soit le plus proche possible de l'aéroport, parce que c'est le seul endroit qui est sûr, c'est sa seule échappatoire. Et donc, le problème c'est qu'elle nous dit les talibans ont commencé à ériger des checkpoints partout dans Kaboul, et en plus de ça, ils ont commencé à rentrer dans la maison des civils. Elle nous envoie des vidéos de ses amis qui se font frapper, qui se font casser les côtes, qui se font briser les jambes pour éviter d'atteindre l'aéroport. Parce qu'il faut savoir que les talibans voulaient absolument pas que la jeunesse cultivée qui savait parler anglais parte. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, on fait aussi quelque chose de pas très légal, mais on décide, parce que comme vous avez pu le voir dans notre groupe, il y avait quelqu'un qui était très doué pour faire des faux. De faire un faux. On a une amie IWC aussi qui travaille en fait pour l'Égypte, dans des ambassades égyptiennes. Et on nous dit l'ambassade égyptienne va évacuer son staff. Si tu arrives à la faire rentrer dans l'ambassade égyptienne, elle est sauvée. Et donc on lui fait un faux d'une invitation de l'ambassade égyptienne à Kaboul, et on l'a fait aller à l'ambassade égyptienne qui est encore occupée à ce moment-là et qui n'a pas été relocalisée à l'aéroport. Mais il y a des talibans qui la protègent très violemment. Ils commencent à tirer en l'air quand le taxi s'approche. Et donc on lui dit écoute, retourne chez toi. Elle retourne chez elle. On est au point de départ. Ça fait 2 fois déjà qu'on a tenté de la faire évacuer à l'aéroport. Et là on se dit que ça va être très compliqué. Jusqu'à que je me souvienne que j'avais milité dans un parti politique en Espagne avec une femme qui avait énormément lutté contre le terrorisme au Pays Basque. Et je me dis, bon, on sait jamais si elle se rappelle de moi, peut-être. Donc je prends mon courage à deux mains, je l'appelle, j'explique la situation, et la surprise, je me dis, Pablo, on va faire quelque chose. Et 12 heures après, elle me donne le contact d'un capitaine de l'armée espagnole. Et je l'appelle, et je lui explique la situation. Il est convaincu aussi qu'il faut sauver cette femme brillante, même s'il n'a aucun lien avec l'Espagne. Et 12 heures après, on reçoit le feu vert du ministère des Affaires étrangères espagnol et l'approbation du ministère de la Défense. Ils nous disent, dans 12 heures, on va évacuer votre ami. Mais ils nous disent rien d'autre. On attend, 12 heures passent, rien, 24 heures, rien. Il faut savoir que, bien sûr, il y avait aussi les Italiens qui étaient en train de travailler de leur côté. Enfin, on attendait, mais rien n'arrivait. Et on reçoit 2 jours après, donc ça fait 48 heures qu'on attend. Il faut savoir qu'on faisait une veille permanente. Toutes les 2 heures, toutes les heures, toutes les 30 minutes, la situation changeait en Afghanistan. C'était quelque chose de malade. On a eu énormément d'options, de possibilités que je ne vais pas vous raconter maintenant, parce que sinon ça durerait 2 heures. Je vais bientôt finir. Mais on avait par exemple la possibilité de la faire évacuer par voie terrestre, parce qu'on avait une carte colorée qui expliquait voilà, les territoires qui étaient pris par les talibans. Ça allait super vite. À un moment donné, on pouvait la faire passer par la frontière de Torkham, mais d'un coup on ne pouvait plus. Enfin voilà. Et en fait, IWC a été impressionnant pour ça, étant donné que j'ai eu la chance d'être éduqué pendant 2 ans avec des gens du monde entier. Quand moi je dormais, la singapourienne prenait le relais. Et donc c'est ça aussi ce qui nous a permis d'être à tout moment à ses côtés. Et donc... Est-ce qu'elle est sortie? Oui, elle est sortie. Mais 48 heures après, donc on reçoit ce message des Espagnols qui nous disent Hassine, vous devez aller à l'aéroport. Nous on se dit oh là là, une 3e fois, s'il te plaît, non. Avec un foulard rouge
et jaune, aux couleurs de l'Espagne, pour qu'on vous reconnaisse dans cette foule et on vous fasse sortir. Et 1 minute après, alors que ça faisait 6 jours qu'on n'avait pas entendu parler des Américains et des Canadiens, on nous dit attendez, ne la faites surtout pas bouger, Kaboul est minée, on va aller la chercher chez elle. On leur dit mais quand? Ils nous disent on n'a pas encore eu l'accord du gouvernement américain pour mener des opérations en dehors de l'aéroport de Kaboul, donc on ne sait pas. Et alors là on hésite. Est-ce qu'on l'amène une fois de plus à l'aéroport et on met sa vie en danger de celle de toute sa famille une fois de plus, ou est-ce qu'on attend les Américains qu'ils aillent la chercher chez elle? On prend la décision, je ne vais pas non plus vous détailler tous les facteurs, mais de la faire re-aller à l'aéroport. Bien sûr, elle nous dit j'ai besoin d'argent, il me reste à peine quelques sous pour prendre un taxi et arriver à l'aéroport. Mais s'il arrive quelque chose et que je ne peux pas rentrer, je ne peux pas revenir chez moi. Comment je vais faire? On essaie de lui envoyer de l'argent, mais tous les transferts sont bloqués. On ne peut plus rien envoyer en Afghanistan. En plus, bon après je vais avoir des problèmes parce que c'est d'envoyer de l'argent en Afghanistan. Enfin voilà, ce sera un business pas possible. Et elle arrive à l'aéroport. Mais la situation s'est encore plus détériorée. Parce que cette fois-ci, on n'est pas face à un filtre de talibans et de soldats américains, mais on est à un filtre de talibans, puis un filtre de soldats de l'ISIS-K, qui est l'État islamique dans la province du Khorasan. À côté, les talibans sont des enfants de cœur. Vraiment. Je n'entrerai pas non plus une fois de plus dans les détails, mais c'est atroce. Et après donc ce filtre de l'État islamique au Khorasan, il y a donc les soldats américains qui protègent l'aéroport, et puis dedans, c'est voilà, où Hassine serait saine et sauve. Et du coup, Hassine va passer le premier filtre, le deuxième filtre, puis moi je m'endors. Et le matin, je me réveille et je reçois une photo de Hassine avec un bracelet vert au bras. Alors je comprends pas, et elle nous dit j'ai réussi à rentrer. Je suis dans l'aéroport et ce bracelet signifie que je suis autorisé à monter dans un avion militaire espagnol. Je vais être évacué à Dubaï, et de Dubaï à la base militaire de Torrejón de Ardoz, à Madrid. Et donc, on reçoit 10 heures après la photo de Hassine, toute souriante, sur le tarmac de l'aéroport, avec la ministre de la Défense espagnole et le chef d'état-major des armées. Et en fait, voilà, ils avaient eu vent de l'activisme de Hassine et de toute son histoire, et ils avaient tenu à l'accueillir de la plus belle des manières. Et donc voilà, ça c'est pour l'étape de l'évacuation. Puis ensuite vient le nouveau départ. La députée européenne me dit que l'Espagne est peut-être un pays exceptionnel, mais que ça reste un pays... Voilà, c'est pas, ils ont du mal ensuite à donner des aides, enfin, c'est un peu chaotique, quoi, très, très latin. Et donc à partir de là, il y a tout le réseau IWC qui se met en place, un réseau de psychologues, de donateurs, d'avocats, d'enseignants qui vont la soutenir académiquement, financièrement, psychologiquement, scolairement et aussi légalement. Et donc grâce à eux, on va réussir à subvenir à tous ses besoins pendant ces 6 mois à Madrid. Puis on va réussir également à que sa demande de visa au Canada aboutisse. Et puis, on va, et ça c'est la plus belle partie de l'histoire, aussi également faire qu'elle reprenne son éducation à IWC au Canada. Et donc, elle est en ce moment en train de finir sa première année à IWC Pearson. Voilà, merci.